Comment parler aujourd'hui de l'exil ? Comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles, car souvent confisqués par la haine et la division ? Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais mal traité ? C'est ce que je vais tenter de faire dans cette nouvelle émission. 1 heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur l'immigration et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil, d'une voix à l'autre. Je suis Éléonore et je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l'appelait Palestine, on l'appelle désormais Palestine. Madame, je mérite la vie, car tu es madame. Ces quelques vers sont tirés du recueil La terre nous est étroite, écrit par le poète palestinien Mahmoud Darwish. J'ai hésité un long moment à faire cette émission, car depuis le 7 octobre et les crimes du Hamas, la situation est devenue cauchemardesque. La vengeance d'Israël est sans précédent. La sidération a laissé place ensuite à la fracture. Le débat médiatique est souvent réduit à un traitement manichéen du sujet. Et face à la tragédie qui se déroule sous nos yeux, une tragédie qui n'a pourtant pas démarré le 7 octobre dernier, mais qui dure depuis 75 ans, une voix semble ne pas être entendue, celle des Palestiniens. On va se pencher ici, ce soir, sur le droit international et la culture comme moyen de la faire résonner. La justice est-elle la réponse pour sortir de l'impasse et d'ouvrir un espoir de paix ? Et comment la culture est un levier pour faire exister l'identité palestinienne ? Palestine, comment faire entendre la voix de son peuple ? C'est la thématique de cette 3e émission. Et pour m'accompagner durant 1 heure, j'ai le plaisir d'accueillir Yohann Soufi. Bonsoir Yohann. Bonsoir. Tu es avocat spécialisé en droit international pénal, tu es enquêteur et juriste pour l'ONU. Tu as notamment travaillé sur le Rwanda, sur l'ancien président du Libéria, Charles Taylor. Tu as travaillé aussi en Centrafrique, au Mali. Et tu as, de 2020 à 2022, dirigé le bureau des affaires juridiques de l'UNRWA à Gaza. Et tu travailles actuellement comme procureur international en Ukraine. J'ai pas déroulé tout ton CV parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur toi. Mais merci d'être là ce soir pour nous éclairer sur la situation. C'est moi, merci. Bonsoir Sad. Bonsoir. Tu es bénévole pour le festival Ciné-Palestine depuis plus de 2 ans. Tu participes notamment à la programmation de séances de projection débat. Pour rappel, et tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure, Festival Ciné-Palestine donne à voir des pépites du cinéma palestinien. Donc, il se tient chaque année à Paris et depuis à peu près 2 ans à Marseille. Donc, c'est un événement nomade qui met en lumière des archives, des classiques, des documentaires et qui permet surtout de promouvoir le cinéma palestinien. Bonsoir Laïla, tu es la dernière invitée pour nous accompagner ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir Laïla, tu es membre de la Palestine nous rassemble. La Palestine nous rassemble, c'est un collectif de Palestiniens et de Palestiniennes qui sont exilés et engagés. Ce collectif organise régulièrement des événements culturels pour renforcer les liens de solidarité, d'entraide, mais aussi pour accueillir les réfugiés. Et tu représentes également une dizaine de familles palestiniennes pour le dépôt de plaintes auprès de la Cour pénale internationale. Et on en parlera tout à l'heure. Très bien, merci. Merci Leïla d'être là. Yohann, je vais me tourner vers toi parce que j'aimerais qu'on commence par un petit peu expliquer ce qui se passe depuis le 7 octobre. Voilà, pour rappel, Gaza, c'est un territoire entièrement clos par l'armée israélienne, coincé entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée. Il mesure 41 km en longueur et de 6 à 12 km en largeur, donc ça a une superficie de 365 km². Dans cet espace s'entassent plus de 2 millions d'habitants, dont 1,7 million de réfugiés. Et cet espace, ce territoire, il y a 6000 habitants au kilomètre carré, c'est l'une des densités les plus élevées au monde. Voilà, c'était pour rappeler et pour donner à voir et à s'imaginer ce qu'est cette enclave de Gaza qui est sous blocus. Peux-tu me dire ce qui se passe à Gaza depuis les exactions du Hamas et voilà, quel est le bilan et quelle est un peu la situation ? Ouais, tu l'as dit tout à l'heure. Déjà, il faut le recontextualiser. Ce qui se passe, c'est la continuité d'une vie qui était déjà celle qui existait avant pour les Palestiniens, les réfugiés de Palestine et de Gaza, qui était déjà celle de la privation des besoins et des droits de l'homme élémentaires et des besoins humanitaires élémentaires, mais qui effectivement, depuis le 7 octobre, depuis les crimes du Hamas, a pris une dimension bien plus tragique. Aujourd'hui, on parle de près de... On est à combien de morts
Officiellement entre 15 000, mais les derniers chiffres disent 18 000, 19 000, ouais, voilà, en sachant qu'il y a plusieurs milliers aussi de corps qui n'ont pas été déterrés, qui sont sous les plus décombres. de 8 000 enfants et des gens en fait qui sont privés de tout, qui sont privés d'eau, de nourriture, de médicaments, d'électricité qui aussi fait marcher en fait la vie à Gaza. Donc voilà, la situation elle est humanitaire, elle est catastrophique, elle est désastreuse. Moi honnêtement, j'ai plus de mots pour qualifier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Justement, le droit international interdit de cibler les civils. Pourtant, ils représentent 90% des victimes palestiniennes aujourd'hui. Que dit le droit de la guerre en fait à ce sujet exactement ? Oui, le droit international humanitaire, il est clair. En fait, il y a plusieurs principes, notamment le principe de distinction. Il est simple à comprendre pour un enfant de 5 ans. C'est on cible un combattant, on cible pas un civil. Il y a le principe d'humanité aussi, c'est que même dans la guerre, on doit faire tout ce qui est possible pour utiliser la précaution pour protéger au maximum les civils. Et donc voilà, ça ce sont un peu les principes fondamentaux des conventions de Genève et qui aujourd'hui ne sont pas respectés dans la bande de Gaza. La bande de Gaza et la Cisjordanie sont des territoires occupés. On parle beaucoup du droit d'Israël à se défendre. Ça veut dire quoi ? Est-ce tu peux nous expliquer juridiquement et concrètement le fossé qu'il y a entre le droit et ce qui se passe sur le terrain ? Alors, le droit à se défendre, il est inscrit dans la Charte des Nations Unies. C'est l'article 51 qui prévoit le droit de se défendre. Et c'est le droit, en fait, pour un État qui est attaqué, de riposter de manière proportionnelle. En fait, c'est le droit de se défendre. Simplement, et il y a des débats juridiques, mais ça qui sont assez complexes, sur le fait de savoir si ce droit à se défendre, il s'applique en cas d'occupation. Et tu l'as rappelé, la Cisjordanie est occupée depuis 1967. La bande de Gaza, en fait, l'armée israélienne et Israël s'est retiré de la bande de Gaza en 2005. Mais d'un point de vue du droit international humanitaire, à partir du moment où un État contrôle le territoire, c'est-à-dire à la fois l'accès maritime, l'accès aérien s'il y en avait, l'accès terrestre, et contrôle, comme aujourd'hui, les entrées et sorties des biens, des personnes, etc., on considère que le territoire est toujours occupé au regard du droit international. Donc ça, c'est un des débats qui anime les juristes. Après, il ne faut pas non plus, considérer que ça légitimerait une attaque contre des civils, y compris celle du 7 octobre. Donc il ne faut pas confondre les deux choses. Il y a éventuellement un droit à la légitime défense dans le cadre de l'article 51 qui pourrait ou ne pourrait pas s'appliquer. Ça dépend de critères juridiques complexes. Et après, il y a le droit de défendre sa population, mais qui est un droit de défense, qui n'est pas un droit d'utiliser des représailles contre une population dans son ensemble, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on prive d'eau, de nourriture et de tout, en fait, une population entière. Et ça constitue un crime de guerre au regard du droit international. Le 1er avril 2015, la Palestine devient officiellement un État partie à la CPI, donc la Cour pénale internationale. Son adhésion a pris du temps, tu viens de le rappeler, en raison de débats juridiques et politiques autour de son statut étatique. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça change depuis 2015 que la Palestine soit reconnue au niveau de la CPI ? Ouais. Et si aussi, après, tu peux nous dire, je sais qu'il y a une enquête qui a démarré depuis 2021, elle n'a absolument pas abouti sur notamment les crimes commis en 2014 par Israël. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus à voir sur ce contexte-là pour ensuite qu'on puisse ouvrir sur l'actualité ? Oui, bien sûr. Donc rappelez d'abord qu'en fait, depuis déjà 2008-2009, notamment en 2009, l'autorité palestinienne a investi un peu les outils du droit international pour essayer de faire avancer sa cause, et notamment deux causes. La première, c'est sa reconnaissance d'État au niveau du droit international, et la deuxième, c'est la protection en fait des droits des Palestiniens. Et donc, c'est passé dès 2009 en fait par une saisine de la Cour pénale internationale, donc qui est une cour qui a été créée par traité, qui appartient pas aux Nations Unies,
Et en 2011 déjà, en fait, le procureur d'alors de la Cour pénale internationale, qui s'appelle Luis Moreno Ocampo, il dit à l'autorité palestinienne: je ne peux pas ouvrir d'enquête parce que vous n'êtes pas reconnu officiellement comme un État. Et donc, ce que fait la Palestine, c'est qu'en parallèle, en fait, ils font des démarches auprès de l'UNESCO, auprès de l'ONU, pour avoir cette reconnaissance d'État. Et donc, en 2011, par exemple, la Palestine est admise à l'UNESCO. Et en 2012, elle obtient le statut d'État observateur à l'Assemblée générale des Nations unies. Okay. Et donc, une fois que c'est fait, là, les Israéliens, ils commencent à s'inquiéter un peu. Et donc, il y a des négociations qui reprennent entre 2012 et 2015, qui échouent. Et donc, en 2015, effectivement, la Palestine décide d'adhérer à la Cour pénale internationale. Et comme ils sont un État observateur de l'ONU depuis 2012, cette fois, on leur reconnaît le droit d'adhérer à la Cour pénale internationale. Ils déposent une nouvelle saisine devant le procureur de la Cour pénale internationale immédiatement. Et là, il y a un long examen préliminaire, en fait, c'est-à-dire qu'on évalue si des crimes semblent être commis qui tombent dans le mandat de la Cour pénale internationale. Ça, c'est le premier critère. Basé sur des faits et des éléments intentionnels, c'est ça ? Voilà, et basé sur des faits depuis la saisine, c'est-à-dire la Palestine demande à la Cour d'enquêter sur les crimes commis à partir du 13 juin 2014. Ouais. Voilà. Et donc, en 2019, la procureure dit: moi, je considère que, 1, on a un État parti au statut, et 2, que des crimes semblent avoir été commis depuis le 13 juin 2014. Et donc, je considère qu'il y a les éléments suffisants pour ouvrir une enquête. Sauf qu'il manque un élément qui est complexe juridiquement, c'est quel est ce territoire de Palestine, quelle est son étendue. Et donc c'est là où elle demande en fait à la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de caractériser ce territoire. Ça prend 2 ans à nouveau, où il y a des débats devant la Cour pénale internationale. Entre-temps, la procureure change ? Non, c'est toujours la même. C'est Fatou Bensouda à l'époque, effectivement, depuis 2012. Et en gros, la Palestine, c'est un peu la patate chaude qu'on se donne entre procureurs. Et le 5 février 2021, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale rend une décision qui est historique et qui dit, en fait, pour les besoins du statut de Rome, le territoire palestinien, il doit se comprendre comme la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et donc en gros les frontières de 67. Et donc vous êtes autorisé à mener des enquêtes et à ouvrir une enquête sur ce territoire pour les crimes commis, soit sur le territoire palestinien, soit par des ressortissants palestiniens. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la Cour pénale internationale est compétente, à la fois pour les crimes israéliens commis en Cisjordanie et à Gaza, y compris après le 7 octobre, et pour les crimes du Hamas commis en Israël le 7 octobre, puisque c'est par des ressortissants palestiniens. D'accord, ok. C'est complexe, mais tu l'as bien vulgarisé. On a assisté au transfert forcé de la population du nord de Gaza vers le sud, donc par Israël, donc soit plus de 1,7 million de personnes. Est-ce que c'est autorisé, en sachant que... Enfin, tu vas me l'expliquer, ouais. Mais... Alors, le principe est l'exception. Le principe, je disais, c'est dans la guerre, il faut protéger les civils. Et parfois, ça passe éventuellement par des mesures de précaution qui sont, par exemple, de demander aux civils de se déplacer d'une zone qui va faire l'objet de bombardements. Ça, c'est le principe. Mais à partir du moment où, dans les attaques, il n'y a pas réellement de précaution et où on considère qu'en fait... cet ordre de déplacer toute une population et dans des délais qui sont intenables, elle constitue en fait, comme tu l'as dit, un transfert forcé. Là, ça constitue effectivement une violation du droit international humanitaire et donc un crime de guerre. Est-ce que ça peut être utilisé après pour faire reconnaître Israël comme... Oui. En fait, après les enquêtes de la Cour pénale internationale, aujourd'hui, elles vont porter sur l'ensemble des crimes commis depuis le 13 juin 2014. Donc ça peut être le transfert forcé de population, okay. La déportation de population, aussi le fait de coloniser, ça constitue un crime de guerre. Ça peut être le meurtre de journalistes, ça peut être le meurtre de civils, ça peut être de priver toute une population d'eau, de nourriture. Donc on va dire la gamme des crimes qui est susceptible de faire l'objet des enquêtes de la Cour pénale internationale, elle est, je ne vais pas dire infinie, mais en tout cas elle est relativement grande.
Ok, dans quelle situation humanitaire se trouvent aujourd'hui les Gazaouis? On sait que plus de la moitié des logements ont été endommagés ou détruits, selon l'ONU. L'ONU vient de déclarer qu'il y avait un risque élevé de famine en ce moment. Clairement, toi qui as bossé à Gaza, quelles sont tes informations? Oui, je suis resté encore en contact quand je le peux avec mes anciens collègues de UNRWA. Et comme je le disais, ils me décrivent une situation catastrophique, mais qui n'est pas surprenante. Déjà, quand j'y étais, il y avait des problèmes, notamment de pauvreté extrême, puisque 60% à l'époque de la population gazaoui vivait en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, on est quasiment dans la totalité. Il y avait aussi à l'époque, il me semble que c'était entre 60 et 80% des enfants qui souffraient de dépression. Aujourd'hui, on est à 100%. Donc, la situation humanitaire aujourd'hui à Gaza, elle est inédite, y compris pour ce territoire qui pourtant avait connu des catastrophes à répétition tous les 2-3 ans. Donc aujourd'hui, effectivement, tu as parlé de la destruction en fait des logements dans le nord de la bande de Gaza, qui était aussi un peu entre guillemets le poumon économique et le lieu de vie de la majorité des Gazaouis. Et aujourd'hui, il est totalement détruit. Donc c'est certain que l'avenir est sombre. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un effort en fait sans précédent de la communauté internationale pour investir d'abord dans l'humanitaire et ensuite dans la reconstruction de Gaza. Mais ça passe par un cessez-le-feu immédiat. Il ne faut absolument pas que les combats reprennent dans la bande de Gaza. Et à plus long terme, ça passe par une solution politique et par, en tout cas moi j'en suis convaincu, par la justice. Oui, on voit bien aussi que le Sud est aussi ciblé par des bombardements. Oui, il n'y a absolument aucune zone qui échappe aux bombardements, ce qui ajoute aussi au sentiment d'insécurité extrême que vit la population à Gaza, parce qu'à Gaza, il n'y a absolument aucun endroit où on peut se sentir en sécurité. Et ça aussi, c'est une des caractéristiques du conflit à Gaza. Tu as rappelé que ça fait quand même longtemps que je travaille dans les conflits armés. Généralement, je reviens d'Ukraine aussi, généralement, il y a au moins la possibilité pour la population civile de s'éloigner des zones des combats ou de se réfugier dans des zones qui sont sanctuarisées, des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte. À Gaza, il n'y a même pas cette possibilité. Donc, c'est vraiment une terreur de tous les instants. Et ce qui ajoute encore plus à la catastrophe que vivent les Gazaouis. Ça peut aller jusqu'où, là, en fait ? Ça peut aller, enfin, on est déjà dans le pire. Donc, ça, honnêtement, moi, malheureusement, à chaque fois, je me dis, l'humanité apprend et à chaque fois, l'histoire me donne tort. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, notamment grâce aux actions de la société civile, à la fois dans les pays du Sud et dans les pays occidentaux. J'espère qu'il y a une prise de conscience progressive, mais voilà, c'est pour ça aussi que c'est important que des juristes, que des humanitaires alertent sur la situation aujourd'hui à Gaza et sur les risques aussi que les crimes continuent, voire s'aggravent. Est-ce qu'on peut parler de génocide en cours ? Tu parlais justement d'une prise de conscience de la communauté internationale et de la nécessité d'utiliser les outils qu'on a juridiques pour stopper tous ces crimes. Qu'est-ce que tu as à dire sur le terme génocide ? Alors, la définition du génocide, je pense que ce qui est important d'abord, c'est de savoir de quoi on parle. Donc c'est la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide qui le définit, et ça a été repris à l'article 6 du statut de Rome de la CPI, et c'est un ensemble d'actes, de crimes, ça peut être le meurtre, mais ça peut être aussi de priver une population des conditions d'existence, dans le but de détruire en tout ou en partie un groupe en raison de sa nationalité, de sa race, de son ethnie ou de sa religion. Donc ça, c'est la définition. Et donc, ce qui distingue en fait le génocide des crimes contre l'humanité notamment, c'est en fait cet élément intentionnel, ce qu'on appelle l'intention génocidaire, c'est-à-dire réellement en fait de détruire physiquement et biologiquement ce groupe. Et donc ça, c'est compliqué pour nous les juristes parce que en fait, il faut sonder entre guillemets l'âme et le cœur de ceux qui commettent les actes.
Donc ça, c'est compliqué. Maintenant, ce que l'on fait généralement, c'est qu'on s'appuie sur les discours, et tu l'as rappelé, j'étais au Rwanda, j'ai travaillé notamment sur le génocide rwandais, et donc on regarde en fait les discours qui sont prononcés par ceux qui commettent des crimes, et on essaye de détecter cette intention génocidaire. Il y a certains juristes et des éminents, je parlais tout à l'heure de Luis Moreno Ocampo, le premier procureur de la CPI, lui-même a parlé d'intention génocidaire possible. Et donc, en fait, il y a des éléments dans les discours de certains responsables israéliens qui laissent craindre cette intention génocidaire. Est-ce que tu fais référence à la déclaration du ministre de la Défense, les Palestiniens sont des animaux qui peuvent être considérés comme un élément intentionnel ? Oh, c'en est une parmi d'autres. Quand on parle d'utiliser la bombe nucléaire, quand on parle de détruire tout Gaza, c'est des signaux qui sont inquiétants. Donc ça, c'est la première analyse. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la Convention de 1948, elle utilise le mot prévention avant le mot répression. Et donc, elle oblige les États, lorsqu'il y a des signaux qu'un génocide pourrait être en cours, elle les oblige à agir. Et c'est à mon avis dans ce sens-là aussi qu'aujourd'hui, certains experts en matière de droits de l'homme et de droit international alertent sur ces signaux dont tu as parlé, qui aujourd'hui exigent de la communauté internationale et des États qu'ils prennent les mesures pour prévenir éventuellement le crime de génocide, et donc notamment d'appeler à un cessez-le-feu et d'appeler au respect du droit international humanitaire, y compris si les combats continuent. Et pour vraiment appuyer ce que tu viens de dire, il y a une jurisprudence avec l'exemple par exemple des Rohingyas où qui est considéré comme un génocide avec privation d'eau, d'électricité, organisation de la famine, difficulté d'accès aux soins, recours au déplacement forcé de la population. Est-ce que cet exemple du génocide des Rohingyas peut être une jurisprudence qui peut aider dans la reconnaissance du génocide en cours à Gaza ? Pour moi, comme je suis un peu toujours dans mes critères juridiques, jurisprudence, ça veut dire un tribunal. Pour l'instant, il n'y a pas encore de tribunal qui s'est prononcé sur les Rohingyas. Mais effectivement, l'ONU, dans ses rapports, utilise déjà le qualificatif de génocide. Donc, bien évidemment, mais il y a des jurisprudences autres. Il y a celle du Rwanda dont je parlais. Il y a aussi celle de Srebrenica, du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui a reconnu, par exemple, que le meurtre systématique des hommes, de 8000 hommes bosniaques musulmans à Srebrenica, constitue un génocide. Donc, il y a effectivement de la jurisprudence qui existe, mais après, un crime ne ressemble jamais au précédent. Et donc, ce qu'il faut aussi combattre, je pense, c'est les schémas que l'on a. On n'a pas vu venir le génocide rwandais parce qu'on avait le schéma de la Shoah. Et donc on se disait, à partir du moment où on n'a pas des camps de concentration, il ne peut pas y avoir de génocide. Et on a eu le génocide rwandais. On a celui aujourd'hui probablement des Rohingyas. Et donc c'est très important justement de détecter les signaux en se disant qu'ils ne ressemblent pas forcément au précédent. Je comprends très bien. D'ailleurs, le démissionnant de son poste de directeur du bureau new-yorkais du Haut-Commissariat des droits de l'homme à l'ONU le 28 octobre, Greg Mokhiber a invoqué l'impuissance collective à arrêter un génocide en cours. Il explique que le massacre actuel du peuple palestinien, ancré dans une idéologie coloniale ethno-nationaliste, après des décennies de persécution et d'épuration systématique, est entièrement fondé sur leur statut d'arabe, avec des déclarations d'intention explicites de la part des dirigeants du gouvernement israélien de son armée, relève d'un cas typique de génocide. Je cite cette déclaration parce que cette déclaration a fait grand bruit, mais elle n'a pas été suivie d'un sursaut au niveau de la communauté internationale. En fait, j'ai l'impression, c'est une opinion personnelle que qu'il y a une justice sélective. Est-ce que Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Sur la justice sélective, je suis entièrement d'accord. Sur les déclarations de l'ancien directeur du bureau de New York, pour moi, elles s'inscrivent justement dans des déclarations. Il y a eu aussi des experts indépendants de l'ONU, il y a eu l'ancien procureur de la Cour pénale internationale. Sur les effets, je pense malgré tout qu'il y a eu certains effets. C'est aussi la combinaison de l'action de la société civile, les alertes de ces juristes, les manifestations, mais aussi l'ampleur des atrocités commises, qui aujourd'hui fait qu'on a une, entre guillemets, trêve humanitaire.
Donc, je pense qu'il y a eu quand même un effet. Mais par contre, sur le 2 poids, 2 mesures et sur l'injustice, elle est claire. J'avais écrit une tribune dans Le Monde en rentrant d'Ukraine parce que, justement, j'avais vu un peu cette différence de traitement entre les crimes dont étaient victimes les Ukrainiens et l'effort de la communauté internationale pour faire reconnaître le droit de l'Ukraine à son intégrité territoriale et au respect des droits de l'homme en Ukraine. Et j'avais pas perçu le même dynamisme, on va dire, de la communauté internationale, notamment des pays occidentaux, en Palestine. Et donc c'est pour ça que je m'étais un peu, comment dirais-je. Tu avais dit dans cette tribune, en l'absence de toute perspective de solution politique, seule la Cour pénale internationale est aujourd'hui capable d'apporter un espoir de justice aux victimes palestiniennes. C'est une parfaite transition pour me tourner vers toi, Leïla, puisque l'avocat français Gilles Devers est à la tête d'un collectif d'avocats pour défendre les Palestiniens sur le terrain de la justice. Il a saisi la CPI pour poursuivre Netanyahou pour génocide et crimes de guerre. Cette plainte a été déposée le 9 novembre dernier. Cette plainte réunit 600 avocats internationaux et a reçu le soutien de 180 ONG à travers le monde. Donc c'est assez énorme. Et toi, Leïla, tu représentes une dizaine de familles palestiniennes pour apporter des témoignages et faire l'intermédiaire, comme tu me l'as expliqué, pour permettre à des Palestiniens que tu connais de déposer plainte. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, bien sûr. Je les représente absolument pas. Je suis effectivement juste l'intermédiaire. Je recense les témoignages et je fais effectivement le lien avec les avocats. Donc, je suis en contact avec 2 avocats en particulier de l'équipe de Gilles Devers depuis le début, en fait, depuis les premiers qui l'ont rejoint. Et d'ailleurs, j'avais commencé moi-même l'opération de recensement avant l'annonce de Gilles Devers. Il se trouve que ces familles sont aujourd'hui, alors pour celles qui sont en contact direct avec moi, une dizaine, de France, de Suisse, d'Allemagne, principalement. Et pour beaucoup, elles ont très peur de subir clairement des représailles si leurs noms sont cités. Donc malgré effectivement le fait que dans une procédure à la CPI, les témoignages peuvent être anonymisés, il y a quand même beaucoup de craintes de leur côté, du fait même que l'équipe qui travaille avec Monsieur Gilles Devers, avec Maître Gilles Devers, est quand même très très importante et que du coup le risque de fuite est proportionnel. Donc il y a pour l'instant pas de témoignage que moi-même j'ai joint au dossier. Je leur ai garanti que je protégerai autant que possible leur identité. Et donc, tant que je n'ai pas de garantie, leurs témoignages ne seront pas joints au dossier. Sachant que de toute façon, c'est pas leur témoignage qui prévaut. Les preuves sur place sont largement suffisantes. Les intentions, les documentations de crimes sont largement suffisantes. Donc, c'est vraiment un plus qui sera pour le dossier. Mais voilà. Après, il faut voir raisonnablement le ratio risque pour leur sécurité ou celle de leur famille sur place et résultat. Parce que si on prend le risque de faire subir à eux ou à leur famille des représailles du plus petit au plus grand, parce qu'on parle quand même d'un pays qui n'a absolument aucun complexe à faire subir des tortures, voire plus, aux Palestiniens. Si le résultat escompté derrière est de l'ordre de 5% sur les 10 ans à venir, ça vaut moyennement la peine. Voilà. Mais leurs témoignages seront toujours utiles, anonymes ou pas, dans d'autres types de documentation, dans d'autres types de procédures. Et donc, ça reste des éléments très précieux pour nous, communauté palestinienne, aujourd'hui, sachant qu'il y a également beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui ne sont pas directement concernés par ce qui se passe à Gaza, mais qui relèvent vraiment du besoin des Palestiniens de faire reconnaître tout ce qui nous est arrivé depuis 100 ans aujourd'hui comme étant un crime contre l'humanité, comme étant aujourd'hui une conséquence directe de la vie qu'on mène aujourd'hui loin de nos pays. Pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas le droit d'y rentrer, donc le statut de réfugié aujourd'hui nous est petit à petit retiré parce qu'on a, pour certains, les identités, les nationalités des pays où nous naissons.
Et donc, il y a aujourd'hui beaucoup plus que juste un génocide en cours maintenant. Le génocide est en cours depuis 1948 au minimum, et donc la première Nakba. Voilà, la Nakba, pour nous, alors c'est vrai qu'ici en Occident, on entend souvent la première, la deuxième, la troisième. Pour nous, c'est un processus, et il ne s'est pas arrêté. À aucun moment, les Palestiniens n'ont eu de répit, et du coup, il s'agit aujourd'hui de faire reconnaître ça. Si je pourrais rebondir sur La Palestine nous rassemble et sur comment toi, avec ce collectif, tu fais pour visibiliser justement la voix des Palestiniens et pour faire vivre l'identité palestinienne. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça? C'est-à-dire, au-delà évidemment des témoignages que tu récoltes, est-ce que toi et les événements bien sûr culturels que tu organises avec le collectif, en quoi c'est important de visibiliser la parole des Palestiniens pour raconter autrement et pour faire vivre cette mémoire? En fait, c'est intimement lié. Le fait qu'aujourd'hui, on désigne les combattants palestiniens qui sont des résistants par les mots de terroristes, c'est exactement ce qui se passe quand nous, Palestiniens, on ouvre la bouche. Il y a une tribune de M. Mohamed Al-Kurd, qui est aujourd'hui aux États-Unis et qui a fait partie du mouvement de résistance de Jérusalem il y a 2 ans, des Chercharah, qui explique exactement le pourquoi on ne veut pas nous entendre parler et le pourquoi on brandit à chaque fois ce genre d'accusation. Et c'est aussi pour ça que des opérations culturelles, et je l'ai vécu pour avoir été représentante politique et représentante d'organisations culturelles, pour dire exactement la même chose, mais sans avoir la même casquette, on ne nous prête absolument pas la même attention. On nous prête absolument pas le même crédit. Donc aujourd'hui, effectivement, notre objectif en tant que La Palestine nous rassemble, c'est d'être présent pour l'éducation de la communauté palestinienne ici en France, mais aussi pour élever l'attention sur la culture palestinienne, qui est aussi en danger en fait, parce que non seulement sur le terrain, dans nos pays, on nous arrête, on nous torture, on nous assassine, on détruit les maisons, on détruit les écoles, qui sont financées évidemment par les subventions européennes. Donc Israël se lave vraiment les mains d'absolument tout. Et la culture également est menacée. Et donc à travers ça, notre identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Palestinien, comme ça a été l'exemple aux États-Unis récemment, qui porte un kéfier, est une menace pour la société. C'est comme ça qu'on nous a montré, et c'est aujourd'hui comme ça que c'est ressenti. Malheureusement, c'est nous qui sommes pris pour cible, pas l'inverse. C'est pas un kéfier, c'est pas parce que je porte un kéfier que je menace qui que ce soit. Et donc, malheureusement, le fait que cette invisibilisation de notre parole et le fait qu'on la criminalise, comme ça a été le cas en France ou en Allemagne, dès les premiers jours de ce qui se passe aujourd'hui. Le drapeau palestinien, on nous donne une amende. Le fait de se rassembler, on nous donne une amende. C'est vraiment quelque chose qui est relié au fait qu'aujourd'hui, on est un peuple en voie de disparition sur tous les terrains. Et pour nous, c'est important de faire vivre notre culture et de montrer qu'il y a aujourd'hui une appropriation culturelle. Quand il y a des opérations internationales comme les élections de Miss Univers ou je ne sais quoi, en Palestine occupée, et qu'on utilise les robes traditionnelles palestinienne comme étendard de la culture israélienne et que personne ne dit rien, c'est problématique. Tu parles de l'appropriation culturelle. Absolument. Quand les Israéliens, et pour le coup, on n'est pas les seules victimes, mais il y a aujourd'hui le couscous israélien qui a été quand même repris de nombreuses fois dans les médias français et autres, j'imagine. Les falafel, le hummus, tout ce qui existait avant même que cet État apparaisse, est revendiqué comme étant le sien. C'est très simple. La chanson la plus connue du folklore palestinien actuel, Mohamed Assaf, qui est Dammi Falastini, qui veut dire « Mon sang est palestinien », a été repris avec exactement la même musique, le même rythme, les mêmes tonalités, par des Israéliens qui
célèbre le massacre de Gaza en disant nous on est israéliens, en reprenant exactement tout. C'est du plagiat, et c'est de l'appropriation culturelle, ça s'appelle du vol. Et c'est ce qu'ils font depuis le début. Et donc justement, toi, tu à travers la danse, le debké par exemple, plein d'événements culturels, tu essaies justement de faire vivre l'identité palestinienne. Je pense notamment à la cuisine, avec Rania Dardi Concept Store, qui est le premier restaurant palestinien et qui organise beaucoup de choses pour essayer de faire vivre cette identité palestinienne. Et je voudrais me tourner vers toi, Assad, puisqu'il y a aussi, ça passe par les films. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur comment, à travers la culture, donc on a vu avec Yohan qu'il y avait les outils juridiques, mais comment, à travers la culture et l'art, justement, vous arrivez justement à transmettre des choses et à donner de la visibilité à des réalisateurs et à des histoires, en fait, palestiniennes. L'idée, elle est, Leïla l'a bien précisé. L'idée, c'est donc le culturel et le politique sont intimement liés. Et donc pour nous, le cinéma, c'est une manière de donner la parole, de donner la tribune, une tribune directe à tout ressortissant de Palestiniens, Palestiniennes, mais même pas forcément aussi sympathisants de la cause, qui a fait ce travail-là de documentation de tous les crimes qui ont pu être commis depuis un siècle, et voilà, de donner direct, que ce soit direct, quoi, que ce soit pas nous, Festival Ciné Palestine, aussi avec toutes les bonnes intentions qu'on a, que nous on vienne donner notre avis sur la question, soit que tout le monde, tous les réalisateurs, réalisatrices parlent directement à travers leur contenu. Et donc surtout là, donc depuis le 7 octobre, on a pu remarquer quand même que il y avait une grande facilité dans tous les médias mainstream et même moins mainstream. On avait aussi des médias du style Mediapart, des trucs comme ça, qui ont eu une couverture qu'on estime de notre côté au minimum problématique. Et donc en étant très réactionnaire sur la situation, sur ce qui s'était passé le 7 octobre, pour essayer d'après tout justifier. Et donc voilà, il y a un travail d'archives, c'est des dossiers depuis un siècle, là, de toutes les périodes de l'histoire palestinienne. Et donc il nous paraît déterminant de le mettre sur la table, de sorte non seulement à informer sur tout ce qui a pu se passer, mais aussi à identifier un peu le plus d'histoires possible, pour que quand on dit par exemple il y a 18 000 morts palestiniens, c'est pas un nombre, quoi, c'est 18 000 personnes avec leurs histoires propres, et qui méritent que leurs paroles, leur vie, leurs émotions soient vues, entendues. Justement, depuis 2015, vous avez répertorié combien de films? Donc on prépare la 10e édition du festival cette année. C'est énorme. Et on programme entre 10 et une vingtaine de courts-métrages, longs-métrages par an. Donc voilà, faut faire le calcul, quoi. Il y a tout sur notre site si ça intéresse. On avait lancé un peu une proposition sur un événement culturel il y a 3 semaines, de proposer cette bibliothèque de films. Donc pour toute personne qui était disposée à faire une projection, que ce soit dans sa fac, sur son lieu de travail, dans un lieu culturel, n'importe où, d'être là comme un peu consultant, qu'on soit à disposition, qu'on vienne nous dire, on va faire un événement et traiter de telles questions de la résistance palestinienne, et donc que nous on soit là pour proposer, les mettre en contact avec les réalisateurs et réalisatrices. Donc voilà, l'idée c'était aussi de globaliser ça à travers donc ce travail d'archives qu'on a pu accomplir avec tout le travail bénévole. Donc c'est une association qui est entièrement composée de bénévoles depuis 2015. Et là, je sais que vous multipliez les ciné-débats. C'est quoi le film qui t'a le plus marqué? Il y avait un film qu'on a projeté justement à Hardy Concept Store en présence du réalisateur Red Andoni, qui s'appelle Ghost Hunting. Et donc c'était un film qui traitait de la question des prisonniers palestiniens, et qui que je trouvais assez puissant, parce que on pourrait imaginer très facilement un misérabilisme, traiter de ces prisonniers palestiniens et palestiniennes comme de pauvres personnes sur qui le sort est tombé. Et je trouve que ce film dégage une puissance
puisque on voit qu'en fait que la résistance ne mourra jamais, et peu importe en fait toutes les tortures qui pourront être infligées au peuple palestinien. Il y a quelque chose qui fait que non, ça partira pas. Le peuple palestinien n'ira nulle part. Et donc ouais, je pense que c'est un film qui personnellement m'a pas mal touché. Ouais. Est-ce que tu étais dans le milieu du cinéma avant, ou tu as découvert en fait à travers tes activités bénévoles? Non, pas du tout. Moi, j'ai découvert le festival est né d'une initiative de sympathisants, de militants de la cause palestinienne qui se sont rejoints qui partageaient beaucoup de films palestiniens entre eux dans le milieu associatif et qui voulaient donner ça à un plus grand public. Et donc qui ont mis de leur poche pour lancer le festival, avec la participation de pas mal de cinémas partenaires qui ont eu la bénévolence de, je sais pas si c'est un mot qui existe, de proposer leur salle. Et donc moi, j'avoue, je suis un peu, entre guillemets, moi et puis d'autres personnes, toutes les personnes qui sont adhérentes bénévoles du festival Ciné Palestine aujourd'hui, un peu héritières aussi de tout ce travail-là qui a été fait, de Palestiniens, de sympathisants de la cause palestinienne, voilà. C'est génial. Puisqu'on parle de l'importance des archives et des images, comment on peut réussir à documenter ce qui se passe aujourd'hui pour servir un processus de justice? Parce que les journalistes, les enquêteurs, les journalistes n'ont pas accès à Gaza, mais il y a aussi, et on peut en parler aussi sur le volet de la colonisation. Comment on peut documenter tout ce qui se passe? Oui, je pense qu'il faut rappeler aussi que la justice transitionnelle, ce qu'on appelle la justice transitionnelle, dans les conflits, on va forcément créer des frustrations, parce que même si on a 2-3 procès à la Cour pénale internationale, l'échelle des crimes qui sera et l'échelle des auteurs qui sera au final l'objet de poursuite, elle sera forcément extrêmement limitée. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin aussi en parallèle de processus mémoriels, de travail artistique, de travail historique. Et donc ça, c'est là où en fait nos travaux sont complémentaires. Après, sur la partie uniquement juridique, bien évidemment, comme on l'a dit, les crimes ne font pas vraiment de doute en fait, puisqu'on les voit en direct. Et donc, le recueil de témoignages, c'est pas ce qui est le plus compliqué, honnêtement, dans les conflits armés en général. Ce qui est très compliqué, c'est de lier le crime à un auteur, puisqu'on parle en fait de responsabilité pénale individuelle. Et ce qui est complexe, c'est que souvent, il nous faut soit des témoignages de ce qu'on appelle en anglais des insiders, c'est-à-dire des complices ou des auteurs des crimes, soit des documents. Ce qui est, par exemple, en Ukraine, c'est ce qui a permis au procureur d'obtenir un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, puisqu'il y avait un décret. Et donc, pour les crimes israéliens, c'est ce qu'il faudra aussi, c'est de se baser sur des documents qui proviennent éventuellement de l'armée israélienne ou du système politique. On parle beaucoup de Gaza depuis tout à l'heure, mais il y a aussi la Cisjordanie, où le processus en fait de colonisation continue et s'accélère clairement, et des villages sont vidés, etc. Beaucoup de Palestiniens sont tués. Qu'est-ce que tu peux dire sur le volet de la colonisation? Qu'est-ce qui peut être fait en fait là pour arrêter ça? Il y a les deux, il y a le volet politique et il y a le volet juridique, et après peut-être le volet militaire aussi, mais ça c'est une question qui relève pas de mon expertise. Mais d'un point de vue politique, c'est d'abord à l'ONU de faire respecter ces résolutions, sauf qu'on connaît les blocages, notamment avec le veto américain. D'un point de vue juridique, aujourd'hui, il y a une démarche de la Palestine et de l'Assemblée générale auprès de la Cour internationale de justice, donc qui n'a rien à voir avec la CPI, mais qui est de faire reconnaître d'abord l'illégalité de la colonisation. Ça a été fait en 2004. Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences juridiques de cet acte illégal de la colonisation pour tous les autres États? Par exemple, l'obligation de prendre des sanctions ou des choses comme ça, on verra. Le jugement sera rendu probablement en 2024 ou 2025. Et ensuite, il y a l'aspect de lutte contre l'impunité pour les auteurs de la colonisation, y compris au sein de l'appareil politique israélien. Et ça pourrait éventuellement faire l'objet des enquêtes de la CPI et de poursuites des responsables de la colonisation.
Leïla, les familles palestiniennes que tu représentes, tu me parlais de l'accompagnement humain que tu leur permets d'avoir, notamment par un soutien psychologique. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce volet-là ? Alors, c'est en cours. On a une cellule au sein de La Palestine nous rassemble pour mettre en place et en contact des thérapeutes qui pourraient contacter les familles qui viennent notamment de Gaza dernièrement, mais aussi toutes les personnes qui auraient besoin. Parce que je pense qu'aujourd'hui, toute la population palestinienne, où qu'elle soit, et quel que soit son parcours, a besoin de pouvoir parler, de pouvoir mettre un nom sur ce qui se passe, sur ce qui nous arrive, parce que le processus est certes physique pour ce qui concerne les Palestiniens dans les territoires de Palestine, mais il continue d'être psychologique. Et Monsieur Soufi, vous parliez du taux de dépression des enfants de Gaza au tout début. La population de Gaza en particulier est la cible continue de tests d'armes, de nouveaux traitements inhumains. De plus en plus, on en a encore découvert là pendant les offensives dernièrement, pendant les attaques. Et on invente en fait des termes psychologiques pour les enfants de Gaza, parce que par exemple, les syndromes de post-trauma n'existent pas à Gaza. On a un trauma continu. Et c'est régulièrement le cas. On invente des nouveaux termes parce que la situation à Gaza est juste exceptionnelle et parce que du coup, on n'a pas de termes qui correspondent déjà à la souffrance qui est là. Donc Israël, en plus de nous anéantir physiquement, fait en sorte de nous anéantir sur le long terme quand on n'est pas mort sous les bombes. Tu parles de la dimension psychologique qui est une vraie question. Saad, c'est quoi justement parce qu'il y a quand même une dichotomie entre toi, ce que tu vis et par exemple toutes les personnes palestiniennes qui font partie de ce collectif ou que tu connais, etc. et la situation psychologique dans laquelle toutes ces personnes se retrouvent et toi quand tu organises des débats, des ciné-débats avec un public qui n'est pas forcément concerné par la situation, c'est quoi le retour que tu as après justement la diffusion de ces films quand vous parlez de la question de la Palestine? Est-ce qu'on prend la mesure de ce qui se passe vraiment dans le public ? En tant que le festival, tu veux dire ou... Toi, en tant que organisateur, tu as beaucoup de public, tu as de nouveaux publics à chaque fois. C'est quand même très large de plus en plus, Festival Ciné-Palestine. Mais parfois, les gens ne sont pas au courant, en fait, de cette détresse psychologique dont vient de parler Leïla. Je pense que il y a un peu de tout. Il y a une grosse volonté d'y remédier et de participer, que ce soit en nous proposant de nous rejoindre pour faire du bénévolat ou pour de s'informer, d'avoir le contact du réalisateur, des acteurs, etc. On avait eu une question après une projection d'un film qui s'appelle Gaza Surf Club, un peu macabre. Voilà, on avait demandé si les personnes qui étaient acteurs, actrices de ce film étaient encore vivantes. Donc il y a cette il y a une certaine distance quand même vis-à-vis de tout ça. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle, malgré quand même la mobilisation importante qu'il y a en ce moment autour de la cause palestinienne, elle est toujours pas suffisante. Je pense on comprend pas encore vraiment ce que ça veut dire que un génocide, que une épuration ethnique, que l'apartheid. On a l'impression que parfois c'est pour le plus grand nombre, c'est des termes qui sont comme ça envoyés. Avec des crimes qui sont moyenâgeux, etc. Et donc, nous, on a l'idée aussi de la projection et aussi de fait de donner la parole après les projections à des Palestiniens, des Palestiniennes. C'est aussi, à travers l'expérience, que les gens puissent sortir en se disant, voilà ce que ça veut dire que l'apartheid. Voilà ce que ça veut dire que d'être traité différemment sur son territoire, mais même ailleurs, sur le même crime, selon si on est palestinien ou selon si l'on n'est pas. Et je pense que c'est peut-être le plus gros travail qu'il y a à faire pour sensibiliser le plus grand monde sur ces questions-là, c'est vraiment que ça devienne qu'il y ait une appropriation, mais une bonne appropriation cette fois-ci pour que les gens comprennent et qui prennent la lutte avec le sérieux qu'elle mérite. Et c'est un peu aussi c'était un peu le message de La Palestine nous rassemble sur certains événements qu'on avait organisés, cette idée de rendre les gens qui viennent nous voir en séance
acteurs en fait de cette lutte et pas juste spectateurs. Voilà, on vient marcher 3 heures le week-end et après on rentre chez soi, on passe à autre chose. Qui a une idée d'appropriation de la lutte. Et donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Et on est tous très très mobilisés pour que ça se poursuive. Mais pour que ça se globalise, il faudra aussi que les gens se rendent compte que c'est quelque chose qui les touche directement, que c'est pas une catastrophe qui se passe comme un tsunami ou que sais-je, qui frappe une population soudainement et après on donne 50 on donne 10 balles pour l'action humanitaire, on passe à autre chose. C'est une question coloniale et donc comme toute question coloniale, elle nous touche directement en tant que population d'un pays occidentaux. Oui, d'ailleurs, Amnesty a reconnu Israël comme un État d'apartheid. Et j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Leïla et Saad. Toi, tu as travaillé pour l'UNRWA durant 2 ans. Donc, tu étais à Gaza pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord sur ce qu'est l'UNRWA et on entend beaucoup de mensonges ces derniers jours sur cette agence et les missions de l'UNRWA. Est-ce que tu peux nous dire sur le terrain, toi qui as vu cette détresse de près et tous ces syndromes psychologiques dont parlait Leïla, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc UNRWA, en fait, c'est l'agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés de Palestine, donc des descendants de la Nakba. Elle a été créée en 1949. Et elle offre une assistance humanitaire, donc à la fois d'abord dans les écoles, dans l'éducation. À Gaza, l'ensemble, on va dire 80% des écoles, elles appartiennent à UNRWA. Les hôpitaux, les centres de santé, les centres de distribution, le soutien aussi psychologique, etc. Donc UNRWA, en fait, est quasiment en charge de tout l'aspect social et humanitaire dans la bande de Gaza, mais aussi dans d'autres régions où il y a des réfugiés palestiniens. Donc c'est le cas au Liban, en Jordanie, en Syrie et en Cisjordanie. Donc ça, c'est pour le travail de UNRWA. Ensuite, oui, effectivement, il y a des mensonges et des calomnies qui sont systématiques contre UNRWA. Parce que je rappelle que quand même les employés de UNRWA, c'est à 99,5% des réfugiés de Palestine. Donc en fait, tous les médecins, toutes les infirmières, tous les professeurs de UNRWA sont eux-mêmes des réfugiés palestiniens. Et donc nous, on était quelques internationaux. Mais il y a beaucoup de mensonges. Les premiers mensonges, c'est le fait que, en gros, UNRWA serait en quelque sorte responsable de la pérennisation de la crise et de la tragédie que vivent les réfugiés de Palestine. Or, la tragédie, elle est claire, elle est le résultat d'une absence de volonté politique de solutionner à la fois le droit au retour et la situation politique des réfugiés palestiniens. Les autres mensonges, c'est que UNRWA travaillerait par exemple avec le Hamas, c'est absolument faux. C'est une agence des Nations Unies comme toutes les autres agences pour lesquelles j'ai travaillé et donc qui applique les principes d'indépendance, de neutralité, d'humanité. Donc voilà, UNRWA fait un travail admirable, absolument admirable dans la bande de Gaza. Et ailleurs d'ailleurs, mais dans la bande de Gaza en particulier. Et ses employés sont en première ligne aujourd'hui des atrocités commises à Gaza parce que, comme je disais, non seulement ils ont des familles qui eux-mêmes sont victimes des crimes, mais UNRWA a perdu 108 employés aujourd'hui. Donc ça veut dire que 108 de mes anciens collègues aujourd'hui ont perdu la vie en faisant leur travail. Donc voilà, c'est une tragédie et c'est pour ça qu'il faut soutenir UNRWA absolument, quoi. À la fois politiquement, c'est-à-dire en faisant pression pour que la France, l'Union européenne soutiennent UNRWA, voire financièrement en contribuant. Merci Johan, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Saad, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler du prochain film que va diffuser Ciné Palestine ? Alors ce sera donc entre 2 films qu'on n'a pas encore finalisés. Donc il y a un premier film qui s'appelle Gaza Calling, qui a été réalisé par une réalisatrice palestinienne qui s'appelle Nahed Arwad, qui traite en fait de la distance qu'il y a entre les populations palestiniennes à Gaza et la population palestinienne en Cisjordanie. Donc qui prend le récit de 2 familles qui donc sont divisées entre les 2 territoires palestiniens. Du fait de une simple anomalie administrative, donc une partie de la famille est domiciliée sur sa carte d'identité au
à Gaza, et donc bloqués par les autorités israéliennes pour sortir et retrouver leur famille. Donc ça, c'est un film qui se déroule sur 7 années, et donc qui traite de la douleur de cette distance. Et donc on trouve aussi qu'on a trouvé pertinent de projeter aujourd'hui pour aussi remettre en contexte encore une fois les événements, l'action de résistance du Hamas qui vient aussi du fait que voilà, l'État palestinien n'est pas uni dans son territoire, au sein même du territoire qui lui est reconnu, on lui permet pas de circuler comme il le veut. Oui. Et donc le deuxième film, il s'appelle Gaza Ghetto. Ok. Et donc il traite de la situation donc dans un camp de réfugiés, dans le camp de réfugiés de Jabalia. Okay. Donc autre anomalie quand même d'imaginer une population qui vit comme réfugiée dans son propre territoire, et donc qui traite donc de la situation dans ce camp-là, avec des images recoupées aussi de soldats israéliens et de Ariel Sharon, pour aussi mettre face à face les mensonges les mensonges perpétuels de l'entité israélienne et la situation telle qu'elle est. Super. Et juste en un mot, parce qu'il nous reste vraiment très très peu de temps, c'est quoi le prochain événement de La Palestine nous rassemble ? Palestiniat, qui a été reporté justement parce que les Palestiniens qui devaient venir participer à l'événement sont interdits de quitter le territoire. Pourtant, ils habitent à Haïfa. Ok. Ils sont palestiniens malgré tout. Et donc aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de parler et ils n'ont pas le droit de se déplacer parce que ils sont criminalisés pour leur soutien à leur propre peuple. Donc vous savez pas quand est-ce que ça va être reporté ? Non, malheureusement, on ne peut pas encore savoir. Bon. On n'avait pas du tout idée que ça se passerait comme ça. Bien et sûr. Encore moins que ça durerait aussi longtemps. Donc voilà, on est soumis aux événements et à leurs évolutions. Et un dernier mot, Yohan, pour terminer cette émission. Tu veux dire une dernière chose sur la perspective ? Non, qu'il faut lutter pour la paix, que la paix elle passe par la justice, et donc qu'il faut lutter contre l'impunité pour les crimes qui sévissent depuis effectivement des dizaines d'années, des décennies. Merci à vous trois d'avoir été présents pour cette émission. Alors, je rappelle qu'on peut te suivre, Yohan Soufi, sur les réseaux sociaux. Tu fais souvent des décryptages. Merci, Saad. On peut retrouver les pages du Festival Ciné Palestine pour retrouver toute la programmation. Et aussi les pages de Palestine nous rassemble avec les prochains événements sur lesquels vous communiquerez. C'était un plaisir de vous avoir. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Et nous, on se retrouve le 19 décembre prochain sur une prochaine thématique qui sera les femmes en exil. Et d'ici là, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Voilà, on se retrouve sur les pages de Specto Studio ou de Radio Ems 93. Merci, à très bientôt.